La France, ce n'est pas que baguette, fromage, tour Eiffel. C'est aussi une terre remplie de légendes, de mystères non résolus et de secrets parfois oubliés, des affaires criminelles étranges aux phénomènes paranormaux, en passant par les zones d'ombre de notre histoire. Vous allez voir qu'il y a beaucoup plus à découvrir qu'on ne le pense. Alors si je vous proposais la partie 1 de l'iceberg sur les mystères de France, ça vous intéresse ? Rentrons dans la première partie de l'iceberg, le sommet. Dans cette partie, on va évoquer des histoires, des récits, des mythes qui sont assez connus, non seulement pour les amoureux du paranormal, mais aussi pour le grand public. Perché sur une falaise de 38 mètres dominant la Vienne, dans la commune de Caux, en Nouvelle-Aquitaine, le château de Fougeray, construit entre le XIVe et le XVIe siècle, est classé monument historique en 2010, et il est aujourd'hui réputé comme étant le plus hanté de France. Depuis l'acquisition du domaine en 2009, par Véronique et François-Joseph Geoffroy, des phénomènes étranges se manifestent presque immédiatement. Apparitions fantomatiques, bruits inexpliqués, voix désincarnées et odeurs mystérieuses semblent hanter chaque pièce. Véronique Geoffroy, historienne passionnée, témoigne qu'en descendant l'escalier pour la première fois, elle vit une silhouette masculine, sombre, glisser silencieusement du salon à la salle à manger. Son mari, François-Joseph, raconte avoir senti un tapotement soudain dans le dos, alors qu'il était seul dans le parc, sans personne derrière lui. Et leur fille, elle aussi, aurait vu plusieurs apparitions. L'apparition du bouton s'abonner, juste sous la vidéo. On continue. Je descendais de l'escalier là et j'ai vu une silhouette masculine, ça c'est sûr et certain, noire, toute noire, comme de la fumée épaisse, traverser de ce salon là jusqu'à celui-ci, hyper rapidement, sans aucun bruit. Comme, je sais pas comment vous dire, comme quelqu'un qui glisse quoi. On a eu des phénomènes tactiles. Des phénomènes visuels, beaucoup, mais on a des phénomènes d'odeur, ce qui est quand même assez marrant, donc de fumée ou alors de cuisine, mais vraiment de cuisine, c'est-à-dire ou de chocolat chaud, enfin des choses qui restent bien une minute et qu'on sent vraiment beaucoup, on est plusieurs, etc. Et ça disparaît comme c'est venu. Dès leur installation, la famille ressent un sentiment d'observation permanente, l'impression d'être intrus dans l'âme du lieu. Parmi les phénomènes rapportés, on constate des bruits de pas, des craquements, des déplacements d'objets sans cause apparente, et des portes qui s'ouvrent toutes seules, une fourchette qui vole dans la cuisine, des coups frappés à la vitre, sans qu'on puisse les expliquer. Ce sont des manifestations typiques de poltergeist. Des odeurs de cuisine dans des pièces vides, sans aucune source, apparition d'odeurs isolées et de sensations de froid soudain. Bizarre. C'est vrai qu'il y a une odeur. Ça sent la mort. On compte aussi des maux physiques soudains, ressentis par des visiteurs ou même la fille des propriétaires, apparemment transmis par l'esprit d'Alice, une jeune fille morte dans les années 20 d'une maladie rénale. Selon Véronique, plus la peur était forte, plus les phénomènes s'intensifiaient. Malgré tout, la famille préfère cohabiter avec ces présences plutôt que de fuir le lieu. Les médiums consultés, dès l'installation des Geoffroy, atteste la présence d'une dizaine d'esprits, chacun avec sa propre histoire. Il y a donc Alice, une jeune femme décédée à l'âge de 22 ou 23 ans, dans les années 1920. C'est son énergie qu'aurait perçue la famille. On cite aussi le nom de Louis Nestor, un soldat d'une vingtaine d'années qui s'est fait connaître via une séance de Ouija. Alors, suite à l'apparition de ces phénomènes et leur médiatisation, dès 2010, les propriétaires ont ouvert des nuitées spirites, des ateliers de communication avec l'invisible, et aussi des conférences et des visites nocturnes dans le noir le plus complet. Et ces événements attirent chaque année des centaines de curieux et de passionnés du paranormal. Certains participants rapportent des phénomènes troublants, photos de visages ou silhouettes visibles à travers les fenêtres, déclenchement d'un détecteur de mouvement sans intervention humaine, sensation d'un poids invisible s'installant sur le lit, provoquant des douleurs aux jambes. Le château a été abondamment médiatisé, émissions sur TF1, France Info, France 2,
podcasts, reportages, youtubeurs et un passage dans la série Netflix Jusqu'à l'aube, renforçant sa renommée de château le plus hanté de France. Mais certains sont sceptiques, ils dénoncent un business de la peur, dénoncent l'absence de transparence comptable et pointent un fort investissement en communication des propriétaires pour financer les travaux du château. Le château de Fougeray dépasse le cadre de simple château historique. C'est devenu un laboratoire de l'invisible, où l'on vit à côté de présences dont on ignore la nature. Qu'on y croit ou pas, les témoignages sont nombreux, et la réputation du lieu n'est plus à prouver. La tragédie de la bête du Gévaudan débute en juin 1764, lorsqu'une jeune bergère, âgée d'environ 14 ans, est retrouvée morte, mutilée. Une attaque attribuée à une bête féroce, alors qu'elle gardait son troupeau dans les hauteurs du Vivarais, à la frontière du Gévaudan. À partir de cet événement, les attaques se multiplient au mois d'août, puis en automne et en hiver, touchant principalement des femmes et des enfants, souvent dévorés ou mutilés au point que certaines victimes portent des signes de décapitation ou d'amputation sévère. On recense entre 80 et 100 décès en tout, selon les comptages historiques contemporains. La psychose s'étend rapidement. La population locale vit dans la peur. Des battues sont spontanément organisées, et l'affaire prend une ampleur nationale, au point de provoquer l'intervention du roi Louis XV, qui décide d'envoyer des chasseurs d'élite afin d'éliminer ce fléau. Et là, tu vas repartir mal, mon copain. Je te le dis, le caveau de mon père et de ma mère, tu vas partir mal. Les témoignages des survivants sont remarquablement cohérents. Ils décrivent un animal gros comme un veau ou un jeune taureau, au poil roux ou grisâtre, une raie noire sur le dos, un poitrail blanc parfois orné d'une tache en forme de cœur, et des yeux rouges ou brillants. Sa tête et sa gueule sont considérées comme particulièrement larges et puissantes. On évoque également des oreilles courtes et droites, un museau aplati et une musculature et des pattes avant impressionnantes. Certains récits rapportent même qu'elle se dressait sur ses pattes arrière ou sautait des obstacles d'1 mètre de haut, voire qu'elle traînait une victime vivante sur plusieurs centaines de mètres. Ce comportement est jugé proche de celui de grands félins, ce qui alimente les conjonctures fantastiques et mythologiques autour de la bête. Face à cet ouragan de violence, le roi mandate François-Antoine, un chasseur royal. Et celui-ci parvient à chasser un très gros loup. La bête est donc tuée, naturalisée et envoyée à Versailles. Et les attaques cessent, temporairement, car elles reprennent quelques semaines plus tard. Signe que l'épisode n'est pas terminé. Finalement, le 19 juin 1767, un paysan local, Jean Chastel, participe à une battue et abat lui-même un animal gigantesque qu'il qualifie lui-même comme étant la bête. Et dès lors, les attaques cessent définitivement dans la région. La dépouille est acheminée jusqu'à Paris en piteux état, déjà en putréfaction. L'animal est ensuite enterré discrètement et aucun spécimen, ni documentation ADN, ne subsiste aujourd'hui. Ce mystère nourrit encore des débats entre historiens, experts zoologiques et fans de folklore. Les explications proposées au fil des siècles sont variées. Certains historiens considèrent que la bête était simplement un ou plusieurs loups très grands, possiblement des hybrides avec des chiens robustes, compte tenu de la morphologie signalée. Des journalistes suggèrent un croisement entre un chien de combat, héritier des légions romaines, et un loup, ce qui correspondrait à une tache blanchâtre en forme de cœur sur la poitrine, observée chez la bête tuée par Chastel. En résumé, la bête du Gévaudan représente une énigme historique sans équivalent, un animal inconnu, sans équivalent zoologique précis, qui, pendant plusieurs années, a tué plus d'une centaine de personnes dans les montagnes isolées de l'ancienne province. 2 bêtes furent abattues, l'une par le roi, l'autre par un chasseur local. Et cela semble suffisant pour que les attaques cessent, mais la nature exacte de la créature reste irrésolue. Le petit village de Rennes-le-Château, perché au cœur de l'Aude, est aujourd'hui connu comme le terrain d'une des énigmes les plus persistantes de France, celle du trésor de l'abbé Béranger Saunière. En 1885, ce prêtre devient curé de l'église Sainte-Marie-Madeleine, un édifice alors délabré. Lors de la restauration, il découvre, selon la légende, des parchemins ou un coffre. Le récit parle même d'un chaudron rempli de pièces d'or, qui transformèrent sa vie en peu de temps. Subitement très riche, il entreprend de magnifiques rénovations. L'église elle-même, une tour néo-gothique perchée sur la colline, est la Villa Betania,
où il organise réceptions et cérémonies privées. Officiellement, aucun trésor n'a pu être prouvé, mais la transformation spectaculaire de son train de vie, ses dépenses fastueuses et ses activités financières alimentent l'imaginaire populaire. L'Église finit par lui reprocher ces pratiques et tente de le transférer. Saunière démissionne pour rester à Rennes-le-Château. Il y meurt en 1917 en emportant avec lui les secrets de sa richesse. Cependant, fleurissent des théories invraisemblables. Trésor des Cathares, des Visigoths ou même de Jérusalem. Lien avec des Templiers ou la lignée mérovingienne. Ce corpus mystique, amplifié par les médias, inspirera plus tard le Da Vinci Code de Dan Brown. Sur le terrain, l'église de Rennes-le-Château porte encore des traces de ce mystère. Les décorations, les statues et les inscriptions sont souvent interprétées comme des codes, autant d'éléments analysés par les chercheurs de trésors. Le village est devenu une mecque de l'occulte. Chercheurs de trésors, occultistes, tous attirés par ce mélange d'histoire locale, d'ésotérisme et de mysticisme médiatique. Malgré les fouilles autorisées ou clandestines, aucun trésor tangible n'a jamais été retrouvé. Parmi les énigmes les plus persistantes de l'histoire de France, celle du prisonnier masqué exerce une fascination depuis plus de 3 siècles. Un homme enfermé dans le secret absolu par la monarchie, porteur d'une identité cachée sous un masque de velours noir, dont personne ne devait parler. Son histoire, pleine de zones d'ombre, repose sur des sources historiques vérifiables. Correspondance officielle, registre de prison, rapport judiciaire, tout ce que l'on peut dire repose exclusivement sur ces archives sérieuses. Tout commence vers 1669, lorsqu'un prisonnier fut arrêté sur mandat secret et emmené dans les Alpes. Un gouverneur de prison, nommé Saint-Mars, envoyé en poste à cet endroit, reçut des instructions précises du ministre Louvois. Ne jamais révéler l'identité du détenu, l'isoler totalement, interdire toute communication, et ne le laisser voir qu'une seule personne, le geôlier lui-même. Ce prisonnier, hostile à tout contact, fut transféré plusieurs fois avec Saint-Mars, de Pignerol à Exil en 1681, puis à l'île Sainte-Marguerite, près de Cannes, en 1687, avant d'arriver à la Bastille, en 1698, où il mourut en 1703, sous un pseudonyme changé pour l'occasion. Son enterrement fut enregistré sous un nom inventé, dans le cimetière de Saint-Paul à Paris. Le masque, souvent imaginé en fer, n'était en réalité qu'un voile de velours noir, utilisé uniquement lors des transports ou de la prière publique dans la Bastille. Sa description officielle ne mentionne aucun métal. L'image dramatique du masque de fer est apparue plus tard, popularisée par Voltaire et amplifiée par Alexandre Dumas dans ses romans. Dis donc, tu viens plus aux soirées là? Il était précisé à Saint-Mars que le détenu ne devait voir personne d'autre que lui. Il ne devait pas parler, hormis de ses besoins physiques. Et si jamais il mentionnait quoi que ce soit d'autre, il serait exécuté immédiatement. Cette mesure extrême semble avoir servi à masquer non seulement son visage, mais surtout la nature de ce qu'il semblait savoir, de ce qu'il semblait être. Et son identité réelle, elle, a longtemps fait l'objet de spéculations. Plusieurs historiens confirment qu'aucune source contemporaine ne l'identifie comme un personnage de rang élevé. Louvois lui-même le qualifia de valet, ce qui rend peu plausible toute théorie d'un frère royal dissimulé. Des hypothèses historiques ont évoqué des figures comme un cousin royal, un fils illégitime du roi, ou même un diplomate étranger. Mais aucune n'a de fondement sur des preuves directes d'époque. Les mentions du nom du prisonnier sont toujours absentes des papiers officiels, son statut social jamais attesté. En somme, le prisonnier masqué fut une figure d'anonymat absolu, détenu à l'écart pour des raisons obscures. L'État monarchique, obsédé par le contrôle, créa un mystère à travers le silence qu'il imposa et le voile qu'il obligea à porter sur son visage. Tu viens plus aux soirées là? Oui, c'est bon, on a compris. Au sud de la Bretagne, dans le Morbihan, s'éteint l'un des plus grands monuments préhistoriques d'Europe, les alignements de Carnac. Ces milliers de pierres dressées, menhirs, tumulus, couvrent plus de 4 km et représentent une œuvre monumentale, érigée au néolithique. Ces pierres, extraites localement du granit, roche omniprésente dans la zone, furent taillées, transportées et dressées selon un plan topographique sophistiqué. Les menhirs les plus hauts sont placés sur le relief ouest, tandis que la taille décroît vers l'est, créant un effet visuel marqué.
Leur orientation, souvent alignée sur le lever et coucher du soleil, ou de la lune au solstice ou équinoxe, suggère un usage pour calibrer les saisons, utile aux sociétés agricoles très dépendantes des cycles naturels. Des théories scientifiques suggèrent également une fonction d'observatoire ou de légitimité territoriale, où les alignements matérialisent le pouvoir collectif ou la cohésion sociale d'un groupe néolithique. Carnac n'est pas qu'un site archéologique, il est aussi un vestige vivant du folklore breton, parmi les récits les plus anciens, ceux de saints ou de guerriers romains pétrifiés, comme la légende de Saint Cornélie qui aurait transformé des légionnaires en pierres pour les punir. Des histoires de corrigans déplaçant les pierres la nuit, ou de trésors énigmatiques et interdits, ajoutent une couche de mystère au site. Protégé dès la fin du 19e siècle, Carnac est classé site historique majeur et inscrit au patrimoine national de l'UNESCO. Les alignements de Carnac sont avant tout une œuvre humaine colossale, résultat d'une planification sociale, politique ou bien religieuse. Malgré les avancées archéologiques, la fonction exacte du site reste non élucidée. Est-ce un observatoire, un lieu rituel, une démonstration de pouvoir ou un marqueur symbolique? La science penche vers des usages astronomiques ou funéraires. Mais l'énigme demeure. Ce mystère, nourri par la précision des phénomènes astronomiques, la finesse du travail mégalithique et la profondeur des légendes, continue d'exercer une fascination intacte. Perché sur un éperon rocheux, dominant les paysages vallonnés de l'Allier, le château de Vos est un monument classé à l'histoire ancienne, mais aussi l'un des lieux les plus mystérieux et les plus hantés de France. Construit pour la première fois autour de l'an 808 sous Charlemagne, puis remanié à plusieurs reprises jusqu'au 19e siècle, le château, avec ses tours médiévales et ses courtines usées par les siècles, est à la fois un témoin de l'histoire et le théâtre supposé d'un phénomène paranormal persistant, l'apparition du fantôme de Lucie. Cette histoire, bien documentée dans les archives locales, débute au XVIe siècle. À l'époque, Lucie est une jeune servante, au service du baron Guy de Daillon, seigneur de Vos. Selon la légende, Lucie était belle, douce et d'une grande bonté. Et le baron, bien qu'étant marié, est tombé fou amoureux d'elle. Jalouse, la baronne aurait fait enfermer Lucie dans la tour de l'horloge, l'une des plus anciennes pièces du château. Abandonnée, sans nourriture ni chaleur, Lucie serait morte lentement, dans la solitude et l'angoisse. Depuis cette époque, des rumeurs locales affirment que son esprit n'aurait jamais quitté les lieux, condamné à hanter le château chaque nuit. On raconte que son spectre, vêtu d'une longue robe blanche, apparaît à la tombée de la nuit, parfois sur les remparts, parfois au pied de la tour où elle serait morte. Si cette légende est restée à l'état de folklore, pendant plusieurs siècles, elle a connu un regain spectaculaire dans les années 80, grâce à Ephraim Tagori de la Tour, un ancien diplomate israélien devenu propriétaire du château. Convaincu de la présence réelle de Lucie, il organise des visites nocturnes et attire l'attention des médias. En 1984, l'équipe de l'émission Le Boulevard de l'étrange, sur France Inter, passe plusieurs nuits sur place avec un médium, équipé de caméras infrarouges, détecteurs de champs magnétiques et enregistreurs. Et une nuit, ils affirment avoir capté un son étrange, presque un gémissement, ainsi qu'une forme lumineuse mouvante, observée par plusieurs témoins. Une photographie est prise, montrant une tache blanchâtre, difficilement explicable. Ces éléments sont diffusés sur France Inter et repris dans plusieurs médias régionaux, renforçant la légende. Des journalistes de France 3, de TF1, ainsi que des auteurs spécialisés dans les phénomènes paranormaux, viendront eux aussi tenter de capter la présence de Lucie, avec des résultats variables. D'autres témoignages, antérieurs et postérieurs à ces événements, font état de bruits de pas dans les escaliers en pierre, de courants d'air soudains sans explication logique, ou encore de lumière clignotant sans raison apparente. En 1963, un médecin allemand de passage aurait vu une silhouette floue glisser le long d'un mur. Il aurait tenté de la photographier, mais l'image serait restée vide. Pourtant, malgré l'accumulation de témoignages, aucun élément scientifique ne permet de confirmer l'existence d'un phénomène lié à Lucie. Les sceptiques soulignent également que les observations ont cessé presque totalement depuis la revente du château en 2002 à une propriétaire britannique qui n'a jamais constaté la moindre apparition. Pourtant, pour beaucoup, Lucie reste bel et bien présente. Le château attire chaque année des curieux, des passionnés du paranormal et des chasseurs de fantômes
venant explorer le château de Vos dans l'espoir de capturer le moindre phénomène. Qu'il s'agisse d'une invention romantique, d'un canular, ou bien d'un véritable mystère, le château de Vos reste un symbole du patrimoine hanté de France. Rentrons maintenant dans la deuxième partie de l'iceberg, qu'on va appeler la partie immergée. On reste dans des affaires relativement connues, mais un petit peu plus obscures que celles de la première partie. En général, il faut quand même apprécier les légendes paranormales pour connaître ces histoires. La légende de la Dame Blanche de Palavas-les-Flots trouve ses origines dans une histoire réelle, qui remonte à la nuit du 20 mai 1981. Ce soir-là, un groupe de 4 jeunes de Montpellier, âgés entre 17 et 25 ans, rentraient d'une soirée en mer, lorsqu'ils ont été témoins d'un événement inexplicable. Vers minuit et demi, à proximité du pont des 4 canaux, ils ont aperçu une femme au bord de la route, une quinquagénaire aux cheveux bruns, enveloppée dans une gabardine blanche et un foulard assorti. Elle leur a demandé de rejoindre Montpellier. Les passagers ont accepté à l'unanimité et la femme est montée à l'arrière de leur Renault 5. Y a rien qui va. Après quelques centaines de mètres, alors que le véhicule s'approchait d'un virage, elle se serait alors exclamée d'une voix glaçante « Attention au virage! Attention au virage! Attention au virage !» Et Montpellier, le sud. Alerté, le conducteur a freiné et évité l'accident. C'est seulement après que 2 des passagères ont poussé un cri effroyable. Et pour cause, la passagère qu'ils avaient pris en stop avait disparu. La femme avait disparu aussi brusquement qu'elle était apparue. La voiture roulait encore, les portières étaient fermées, et personne autour ne pouvait l'avoir prise. Bouleversés, les jeunes ont immédiatement foncé au poste de police pour faire une déposition. La commissaire de Montpellier a confirmé que les auditions individuelles n'ont révélé aucune incohérence entre les récits, et que l'état des 4 témoins laissait à penser une véritable terreur, non un canular. Cette apparition, spécifique à Palavas, a acquis un retentissement national, coïncidant avec l'évolution du mythe des autostoppeuses fantômes, figure récurrente dans les légendes urbaines françaises. Ces récits consistent souvent en une femme vêtue de blanc, disparaissant après avoir monté à bord d'un véhicule pour avertir de la dangerosité d'un passage. Dans certains cas, l'omission de s'arrêter entraînerait alors un accident mortel. Les routes isolées, sinueuses ou risquées deviennent le théâtre idéal pour que cette figure de la Dame Blanche incarne à la fois le lien entre l'inconnu et la vigilance nécessaire, assaillant son héritage dans l'imaginaire populaire moderne. Aujourd'hui, la légende refait surface, notamment sur les réseaux sociaux, à travers des vidéos TikTok qui totalisent des millions de vues, témoignant de la persistance de l'archétype dans la culture collective. Au cœur de l'Ardèche, sur un plateau isolé entre Aubenas et le Puy-en-Velay, une auberge jadis paisible est devenue l'épicentre d'une légende noire. L'auberge de Perbeil, surnommée l'auberge rouge, l'auberge sanglante ou l'auberge coupe-gorge, où se seraient déroulés des meurtres sordides au début du 19e siècle. Les époux Martin, tenanciers de l'auberge, seraient impliqués, avec la complicité de leur domestique Jean Rochette, dit Fétiche, et parfois d'un neveu, André Martin, dans la disparition de plusieurs voyageurs venus passer la nuit chez eux. On leur prêta jusqu'à 50 victimes, bien que la seule mort d'un certain Jean-Antoine Enjolras soit attestée par un corps retrouvé dans la nature. Un témoin clé, appelé Laurent Chaz, un mendiant chassé de l'auberge, faute de payer, affirma avoir vu Enjolras en vie, puis entendre des bruits suspects dans une remise. Son témoignage fut déterminant, malgré la barrière linguistique, car celui-ci parlait le patois, tandis que les juges, eux, parlaient français. Cherchez pas à comprendre. On dit que certains voyageurs auraient été assassinés, vidés de leurs objets, voire cuits dans des marmites. Ces détails, amplifiés par les rumeurs et la presse, ont contribué à forger la réputation dramatique du lieu. Le procès, ouvert en 1833, convoqua pas moins de 109 témoins, dans une atmosphère de psychose collective. Soudain, l'affaire criminelle devint sensation nationale. Après 7 jours d'audience, un verdict lourd fut rendu. André Martin fut acquitté, tandis que Pierre Martin, Marie Martin et Jean Rochette furent condamnés à mort pour l'assassinat d'Enjolras. L'exécution, publique, eut lieu le 2 octobre 1833, sur le site même de l'auberge. Une foule gigantesque, évaluée à 20 000 personnes, fut présente. À l'instant ultime,
Jean Rochette lâcha ces paroles énigmatiques. « Maudit maître, que m'avez-vous pas fait faire ?» soulevant le doute sur la véritable nature de leurs actes. À l'issue du supplice, des moulages de leurs têtes furent réalisés et sont aujourd'hui conservés au musée Crozatier du Puy-en-Velay. Pourtant, le mystère persiste, aucun autre corps n'a été retrouvé, et l'unique accusation sordide réelle reposait sur Enjolras. Certains pensent que l'affaire a été amplifiée par l'opinion populaire. Certains pensent que l'affaire fut amplifiée par la pression populaire, façonnée par une justice amplifiée par les rumeurs. Le lieu aujourd'hui est un musée et accessible au public. L'auberge d'origine est en grande partie conservée, avec mobilier d'époque, même si des aménagements modernes ont été réalisés. Le site attire toujours des visiteurs fascinés par l'histoire tragique, ou plutôt la légende noire du coupe-gorge de Père-Beil. Perdue dans une haie très silencieuse de Normandie, l'abbaye de Mortemer se dresse à la lisière de la forêt de Lyons, ses ruines baignées par un étang stagnant, dont le nom Mortemer dérive du latin mortum mare, la mer morte, rappelant l'eau solitaire qui l'entoure. Fondée en 1134, sur ordre de Henri Ier d'Angleterre, premier duc de Normandie, elle fut la première abbaye cistérienne de la région, un havre austère dédié à la prière et au travail des moines. Si ces élévations médiévales se sont délitées avec le temps, certains bâtiments du XVIIe siècle, dont le grand logis est un colombier, sont encore debout, accueillant désormais visiteurs et expositions. Mais ce lieu sacré cache une réputation un peu plus sombre. Il est souvent qualifié d'abbaye la plus hantée de France. Les légendes y pullulent. Parmi les apparitions les plus célèbres, celle de Mathilde l'impératrice, fille de Henri Ier. Déchue et enfermée dans ses murs même, elle reviendrait hanter les lieux sous les traits d'une dame blanche. D'autres racontent que 4 moines furent massacrés en ces lieux durant la Révolution, et que leurs esprits erraient encore entre les pierres froides. Le retour du surnaturel a pris forme dans les années 80, lorsqu'un musée des légendes et des fantômes prit place dans les sous-sols, faisant de l'abbaye un véritable sanctuaire du mystère. On y évoquait notamment l'apparition d'une garache, sorte de femme louve, en 1884, ou bien des bruits inexpliqués se propageant dans les murs. Des pas, des objets se déplaçant, des tableaux qui se retournent seuls. Un épisode marquant survient en 1921. Un exorcisme y aurait été pratiqué, suite à la peur provoquée par des manifestations nocturnes. Puis, dans les années 60, un ouvrier agricole, dérangé dans ses travaux, en ressortit terrorisé, affirmant entendre des bruits étranges venus des ruines. L'abbaye a transformé ce folklore en expérience participative. Chaque année, les Nuits des fantômes offrent aux visiteurs un parcours nocturne en lisière des étangs, à la lueur des bougies, à la recherche d'apparitions ou d'entités souhaitant entrer en contact. Frisson garanti. Nous sommes en 1986, dans le quartier Rémicourt de Saint-Quentin dans l'Aisne. Un jeune couple, Jean-Marc et Lucie Bellemare, viennent d'emménager dans une maison pourtant saine. Mais l'étrange n'attend pas. Un matin, Lucie découvre, incrédule, une tache rouge sombre sur un mur de la cuisine. Elle l'impute d'abord à un accident domestique, mais en y regardant de plus près, la substance paraît épaisse, visqueuse, et dégage une odeur métallique et âcre, comme du sang. Et cette substance ne coule pas, elle semble suinter du mur lui-même. Et le phénomène se répète dès le lendemain. Les gouttes apparaissent maintenant sur les draps du lit, sur les vêtements rangés dans la commode, sur les murs du couloir, puis jusque sur les prises électriques. C'est la maison entière qui semble saigner, pièce après pièce. Inquiets, les Bellemare alertent les gendarmes, pour éliminer l'hypothèse d'une blague. Et les policiers étalent de la farine sur le sol pour détecter une intrusion. Le lendemain, le sang est là, mais aucune trace de pas. Les gendarmes prélèvent des échantillons de cette matière. Selon un biologiste, le liquide est bien du sang humain. La presse locale et régionale s'en empare. En 92, l'émission télévisée Mystère sur TF1 diffuse un reportage sensationnel. L'émission relaie les témoignages de Lucie, qui affirme que les manifestations se produisent surtout en l'absence de son mari, évoquant une possible malédiction ou présence invisible. Plusieurs hypothèses sont évoquées par la suite. Un médium y voit la trace d'un esprit attaché à la maison. Certains évoquent des ossements enterrés sous le plancher, mais ces théories restent sans fondement et aucune fouille n'est menée.
Bien des années plus tard, l'affaire semble oubliée. La maison est revendue et les nouveaux propriétaires ne constatent rien de semblable. Aucune manifestation paranormale n'a été rapportée depuis. Aujourd'hui, certains continuent d'évoquer la légende sur les réseaux sociaux, évoquant rumeurs, canulars ou disparition du rationnel. La maison évoque à quel point une histoire isolée peut s'ancrer dans l'imaginaire collectif, même si toute réalité matérielle s'est éteinte depuis longtemps. Et voilà, on arrive au bout de cette première plongée dans les mystères de France. Et ce n'est qu'un début. Plus on descend, plus les histoires deviennent méconnues, plus sombres, peut-être plus étranges, voire carrément incompréhensibles. La suite réserve d'autres énigmes, des énigmes plus profondes et des zones d'ombre de notre histoire que peu de gens connaissent. Alors, si cette première partie vous a plu, préparez-vous pour la suite. On se retrouve bientôt pour la partie 2 de l'iceberg des mystères de France. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un like, un commentaire constructif. Je vous invite aussi à vous abonner et à voir les autres vidéos de la chaîne. Et sur ce, les amis, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.